Et après, vous-même, vous reprendrez la Oui, parole. oui, et après je reprends la parole. Oui, deux fois en fait sur le site du bureau. 15h10. Bienvenue. 10, 2h40. Monsieur le Président, chers confrères, Christophe Mortillet m'a demandé de vous présenter les bénéfices psychologiques de l'intervention de chirurgie plastique et esthétique du sein à travers les résultats d'une étude prospective et multicentrique que nous avions réalisée il y a quelques années à partir d'une série de 181 patientes. Les topos chirurgicaux suivront à ces côtés un peu plus relatifs. Historiquement, la chirurgie et le traitement des désordres organiques qui ne trouvent pas de solution médicale ou lorsque les autres moyens thérapeutiques sont en échec. Opérer dans le seul but d'améliorer la qualité de vie est une évolution récente qui pouvait être considérée au début comme inutile. La chirurgie plastique esthétique n'entre pas dans le domaine du pathologique à proprement parler, mais on peut considérer qu'elle est devenue un élément de la santé à part entière au sens de la définition de l'OMS. La santé n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'invalidité, mais aussi un état général de bien-être physique, mental et social. J'ai pu constater qu'il existe un essor très important de la chirurgie plastique esthétique ces dernières années avec trois facteurs principaux: l'influence très importante des médias et des réseaux sociaux, l'amélioration et la sécurisation de nos techniques chirurgicales et anesthésiques qui ont limité petit à petit la défiance de la communauté médicale vis-à-vis de cette chirurgie. Et enfin, l'évolution de la société qui fait que la survie n'est plus la seule finalité de la thérapie moderne. L'amélioration de la qualité de vie est désormais une nouvelle attente. D'un point de vue international, chez les femmes, près d'un tiers des opérations de chirurgie plastique sont pratiquées sur le sein, avec une prédominance pour la chirurgie d'augmentation mammaire. Le sein, le symbole de la féminité par excellence, associe les dimensions esthétiques, psychologiques et sexuelles. Il semble évident, dans le cas d'une chirurgie plastique réparatrice du sein, que la correction, ou tout du moins l'amélioration chirurgicale de cette anomalie permet d'améliorer l'image du corps de la patiente. Une demande de chirurgie liée à une hypotrophie mammaire peut aussi être le signe révélateur d'une souffrance psychologique. Pour le chirurgien plasticien, le résultat d'une telle intervention dépasse largement le cas de l'amélioration morphologique qu'on peut constater. En revanche, il nous a paru particulièrement intéressant d'observer l'amélioration psychologique que pouvait procurer cette chirurgie, sachant qu'il y avait assez peu d'études sur le sujet. Les objectifs de notre étude avaient été du coup d'analyser le profil des patientes qui avaient recours à une chirurgie d'augmentation mammaire pour une hypotrophie ou une atrophie. D'analyser dans quelle mesure cette chirurgie pouvait avoir un impact sur l'image du corps de la patiente, l'estime de soi, la dépression ou la sexualité. Nous avons donc réalisé une étude prospective et multicentrique. Il s'est étalé sur plus de 18 mois. Nous avons sollicité 15 chirurgiens plasticiens dans différentes villes de France qui ont remis, lors de la deuxième consultation préopératoire, au moment de la validation de l'intervention, une première série de questionnaires et la deuxième série 6 mois après l'intervention. Pour limiter les biais, chaque questionnaire était anonymisé par le chirurgien et la patiente nous renvoyait elle-même le questionnaire. Il s'agit en fait d'un recueil de 8 questionnaires qui analysaient les motivations pour la chirurgie, les données socio-hémographiques, la dépression avec l'échelle de Hamilton, l'image du corps, l'estime de soi, la dysfonction sexuelle, la qualité de la relation sexuelle et la satisfaction post-opératoire tant de la patiente que de son conjoint. 3/4 des chirurgiens exerçant en secteur privé, nous avons interrogé 270 patientes, nous avons reçu 181 réponses avant l'intervention et 122 après l'intervention pour un délai moyen de réponse de 234 jours. Sur notre population de patientes, on retrouve un âge moyen de 34 ans et des patientes majoritairement mariées ou en couple. Une patiente sur 5 n'avait pas d'enfants. Elles étaient en activité professionnelle pour une grande majorité d'entre elles, plus de 83%, et principalement employées ou ouvrières. La motivation principale de ces patientes pour la chirurgie était « je ne me supporte plus comme je suis ». Nous avons donc ensuite réalisé l'analyse comparative à partir des 122 dossiers qui étaient complets et analysé sur chaque critère les patientes. Chaque patiente était son propre témoin.
ce qui nous a permis de voir que 35 patientes étaient déprimées avant l'intervention. Il n'y avait pas forcément de lien direct retrouvé avec l'atrophie ou l'hypotrophie, mais 19 patientes ne l'étaient plus après. Le différentiel moyen du score, qui faisait qu'on analysait chaque patiente avec son propre témoin avant, montrait une amélioration significative de l'échelle du score de Hamilton après l'intervention. Pour l'image du corps, 24% des patientes avaient une moyenne, la très mauvaise image du corps, de leur corps avant l'intervention, contre seulement 6% après. C'est pareil, le calcul statistique a retrouvé une amélioration significative de l'image du corps après l'intervention chirurgicale. Pour l'estime de soi, la diminution du score de l'estime de soi a été effective pour 83 patientes en valeur absolue et le différentiel moyen montrait une amélioration significative de l'estime du soi après l'intervention. On retrouvait peu d'amélioration au niveau de la dysfonction sexuelle après l'intervention. Concernant la qualité de la relation sexuelle, l'amélioration du score était notée chez 56 patients pour une stabilité chez 39 patientes. On retrouve une amélioration faible mais significative de la qualité de la relation sexuelle après. Il nous a semblé intéressant de réaliser une corrélation entre les différents tests, donc avec le test statistique de Pearson qui montrait que l'image du corps était statistiquement fortement corrélée à l'estime de soi. De même, il existait une corrélation plus faible mais bien présente entre l'estime de soi et la dépression. Le taux de satisfaction concernant l'intervention d'augmentation mammaire pour hypotrophie est très élevé, tant pour les patientes que pour leurs conjoints. Il s'agit d'une intervention esthétique pure dans le sens où majoritairement elle est non remboursée par la sécurité sociale. Le stéréotype veut qu'on soit en face d'une femme jeune, célibataire, financièrement aisée et désirant se mettre en valeur. En réalité, on retrouve souvent une femme mariée de milieu socio-économique modeste, entre 30 et 40 ans, dont la motivation principale est cette impression de mal-être physique qu'on a pu retrouver dans plusieurs autres études descriptives. Il existe une prévalence des états dépressifs dans la population de chirurgie plastique et esthétique en général par rapport à la population générale. Mais on retrouve dans d'autres études également une amélioration significative des symptômes dépressifs après la chirurgie plastique esthétique. L'objectif des patientes et de la chirurgie est de permettre la restauration d'image du corps et de l'estime de soi, ce qui induit une satisfaction post-opératoire élevée puisque les patientes souhaitent retrouver une harmonie entre la poitrine et l'ensemble de leur corps et non pas une transformation. Il existe une altération en préopératoire et une amélioration en post-opératoire retrouvée dans d'autres études. Et nous n'avons pas retrouvé de lien évident entre la chirurgie et la sexualité. En conclusion, l'indication chirurgicale d'augmentation mammaire pour une hypotrophie mammaire doit être sincère et réaliste et surtout posée toujours sur des critères morphologiques. Il ne faut donc jamais négliger le contexte psychologique d'une telle demande qui est liée à une altération d'image du corps. En restaurant l'image du corps par la chirurgie, on va influer positivement sur l'estime de soi et de ce fait, on va avoir une amélioration positive sur la thymie et diminuer les symptômes dépressifs après la chirurgie. Un syndrome dépressif ne doit donc, au contraire, pas toujours interdire une chirurgie esthétique du sein. Dans ce contexte, il existe une indication de prise en charge préalable par un psychiatre. Et la réponse chirurgicale à une souffrance psychologique, n'est pas une utopie. Par le rétablissement de l'estime de soi, la chirurgie plastique esthétique du sein peut exercer pleinement une fonction thérapeutique. Je vous remercie. Merci Alexandre. Je prends le relais. On ne discute pas là. Ah, je croyais qu'on discutait à la fin. Non, on discute, d'accord. Oui, on a 10 minutes de discussion. Est-ce que la salle... Oui, madame. Voilà, vous, si vous pouvez vous... Oui, bonjour. Donc, je suis chirurgienne thoracique et c'est vrai que depuis quelques années, on s'était mis à la chirurgie du sein de par la pandémie, de par la demande, on va dire, je viens d'Algérie. Et on s'est retrouvé devant une situation psychologique comme ça, c'est à savoir que les patientes, après
la mastectomie le plus souvent, quand c'était indiqué parce que c'était des grosses tumeurs, refusent la reconstruction. Ça, c'est par contre, c'est notre problème majeur de la reconstruction des patientes. Après, quand elles étaient, au début, elles nous promettent qu'elles vont revenir, mais après, elles nous disent, après le parcours, pas trop de la chirurgie, hein, elles sont très satisfaites de ce qu'on leur fait en tout cas, mais après la radiothérapie, la chimio, l'hormono, elles sont fatiguées. Et on essaie de trouver maintenant, de voir, on va dire, le tremplin pour garder cette motivation qui était avant la chirurgie. Donc, je voulais avoir votre avis dans ce sens. Dans le cas de la reconstruction mammaire, c'est effectivement très différent puisque les patientes ont tout un parcours initial qui est lourd et très particulier. Donc, effectivement, elles ont la plupart du temps une dégradation de l'image du corps, l'estime de soi, qui peut du coup induire syndrome dépressif. Mais le geste chirurgical de reconstruction est très souvent un geste qui va être lourd et souvent ce sont des gestes multiples. C'est-à-dire qu'on est très souvent obligé de faire 1, 2 ou 3 interventions étalées sur une année, plus ou moins des retouches ultérieurement, pour des patientes qui ont déjà un parcours avec un suivi en cancérologie, la radiothérapie qui a été longue, la chirurgie qui doit en général, souvent on doit attendre au moins 1 an après la fin de la radiothérapie. Donc, effectivement, on est dans un contexte où se relancer pour effectuer une reconstruction mammaire est un facteur limitant, la plupart du temps, par rapport à une demande pour une anomalie. Voilà. Et professeur Casanova. Je vais passer la parole au professeur Casanova. Juste un petit mot pour dire aussi que vous savez, en France, il n'y a que 30% des femmes qui font une reconstruction mammaire après un cancer. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que la motivation, elle doit venir d'elle-même avant tout, parce que c'est vrai que c'est une chirurgie, comme tu le disais, longue et par étapes. Et donc, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même une motivation de la patiente elle-même au départ. Et je passe la parole à Dominique Casanova. Oui, donc je suis Dominique Casanova, je suis chef de service au CHU à Marseille et je m'occupe beaucoup de reconstruction mammaire. Je suis tout à fait d'accord avec vous que peu de femmes arrivent à la reconstruction mammaire après le traitement de leur maladie du sein. Ces femmes, je les vois en consultation. Moi, ce que je leur dis, ce qu'on devait vous imposer, on vous l'a imposé. La mastectomie, la radiothérapie, la chimiothérapie. Ça, c'était pour vous guérir. Maintenant, tout ce qui va venir, c'est vous qui nous le demandez. C'est que du bonus. Et c'est vrai qu'une reconstruction mammaire, c'est une aventure. C'est 2 ans. C'est plusieurs interventions chirurgicales et il faut que les patientes soient prêtes à revenir à l'hôpital ou en clinique volontairement pour cette reconstruction. Les choses se sont un peu compliquées ces dernières années avec les mastectomies prophylactiques, où maintenant les patientes viennent voir le chirurgien avec non pas une maladie, mais une possible maladie dans les années à venir et nous demandent de procéder à leur mastectomie et à la reconstruction. Et là aussi, ça va me permettre de rebondir de revenir sur ce que je voulais dire. Je crois qu'il est primordial pour ces patientes-là de leur donner une information précise sur ce qu'est la reconstruction du sein. Moi, je parle souvent du syndrome Angelina Jolie. Angelina Jolie, c'est celle qui est passée à la télévision parce qu'elle a une mastectomie prophylactique et une reconstruction mammaire immédiate. Et le syndrome Angelina Jolie, c'est que Angelina Jolie, elle est toujours aussi jolie sur les photos, mais je ne suis pas sûr que Brad Pitt est la même chose. Je crois que ça, c'est un message à faire passer aussi aux patientes, c'est que la reconstruction du sein reste la reconstruction. Les choses ont évolué aujourd'hui, puisque c'est vrai que ces patientes ont dans la tête la reconstruction du sein, c'est une prothèse. Donc, elles vont avoir un sein qui bouge, qui vit, le sein qui leur reste, et à côté, un sein figé avec une prothèse. Et elles se disent, à quoi bon? La chirurgie, là aussi, a évolué, mais c'est un autre domaine que le sujet qui nous occupe aujourd'hui. On pourrait y passer des heures. Aujourd'hui, on est capable de leur apporter une reconstruction autologue avec leur tissu à elles, sans prothèse, une reconstruction pérenne et définitive au prix de plusieurs interventions. Et nous venons, nous, de développer à l'hôpital une consultation publique, en amphithéâtre, où les patientes viennent spontanément sur avis, proposition de leur oncologue, leur gynécologue, et nous consacrons 2
ou 3 heures d'explication sur ce qu'est la reconstruction mammaire pour que les patientes puissent avoir les informations avant de venir à la consultation. Et nous recevons même des patientes qui sont malades, qui n'ont pas encore été opérées et qui sont déjà intéressées par la reconstruction mammaire. Voilà, merci. C'est un point très important que vous soulignez. J'en profite pour signaler que le 8 novembre, on aura une séance à l'Académie de scénologie où ce sujet de la mastectomie préventive sera bien évidemment abordé. Hubert? Oui, j'imagine que ça n'est pas très fréquent, mais vous arrive-t-il d'avoir des demandes itératives? Parce que l'environnement familial a changé, l'environnement, l'âge a changé, et que finalement, ça ne convient plus. Ça arrive, ce type de demande? C'est assez rare. Les seuls cas où effectivement les patientes sont amenées à être demandeuses de plusieurs chirurgies sont on en parlait tout à l'heure, les patientes qui sont en post-bariatrique. D'accord, effectivement, les patientes qui ont été opérées d'un bypass ou d'une sleeve et qui effectivement vont être demandeuses d'une réparation entre guillemets de l'ensemble du corps. Donc effectivement, la poitrine, l'abdomen, les cuisses, les bras, éventuellement le visage, voilà. Non. Mais en dehors de ces patientes-là, très souvent, elles viennent pour un problème précis, une hypotrophie mammaire, une malformation, un problème spécifique sur une bosse sur un nez. Et c'est vrai qu'en tout cas, dans la pratique quotidienne, très rarement, elles sont peu consommatrices comme vous pourrez le penser. Alors justement, je ne voulais pas l'évoquer, mais en chirurgie bariatrique, nous avons des demandes de reversion d'intervention. Vous voyez, c'est-à-dire que les patientes ont fait tout le programme, elles ont eu l'opération, et elles viennent plusieurs années plus tard pour demander qu'on reverse leur opération et qu'on remette toute l'anatomie en place, ce qui les expose évidemment à une reprise pondérale. Mais on a quelques cas comme ça qui nous posent problème et qui sont des demandes très insistantes. Et donc, d'où ma question dans ce domaine. Je peux y répondre, merci. Effectivement, dans votre situation, c'est vrai que c'est plus compliqué. Dans la nôtre, c'est souvent plus simple, mais c'est vrai qu'on a des jeunes femmes, des jeunes filles, ou plutôt des jeunes femmes qui souffrent d'une hypoplasie mammaire, par exemple, et qui vont venir faire une augmentation, qui en sont très satisfaites, mais le temps passe, elles ont eu des enfants, elles arrivent au moment de la ménopause, souvent elles ont pris un peu de poids, elles ont pris naturellement une glande mammaire qui s'est un petit peu hypertrophiée, et elles viennent souvent nous demander de leur enlever ces prothèses, et généralement on traite la ptose mammaire dans le même temps, mais effectivement nous avons souvent ce type de demande. Ouais. Et moi j'aurais une question à vous poser. Quelle est la raison de cette demande de reversion? C'est souvent un inconfort en termes de qualité de vie parce qu'il y a une restriction, on faisait des opérations de restriction, et puis c'est aussi des demandes parfois des conjoints ou de l'environnement familial. Alors c'est pas fréquent, mais c'est vrai que moi j'avais eu ces impressions aussi quelquefois, parce que dans la chirurgie bariatrique, qui entraîne des pertes de poids parfois importante, il y a une altération morphologique qui est telle du schéma corporel, et puis la patiente qui se voit, et j'ai eu quelques fois à ma consultation des patientes qui m'ont dit si on m'avait dit que j'allais devenir comme ça, je ne me serais pas fait opérer. Oui, on a eu une séance ici sur la chirurgie bariatrique et on avait bien mis en évidence que souvent, et même ce devait être abordé en amont, il y avait la place pour une chirurgie plastique, pour esthétique, après la chirurgie bariatrique. Est-ce que les choses, tu peux nous confirmer, Hubert, que les choses sont, même si on est un petit peu hors sujet, d'ailleurs on va revenir avec en fait, c'est toute la question de l'appréhension du nouveau schéma corporel et du fait que le schéma corporel puisse évoluer dans le temps et de se retrouver avec une nouvelle demande. Alors, on va quand même revenir à votre étude parce qu'on est parti assez loin. Et je vais faire mon rôle d'universitaire en toute sympathie. J'ai été un petit peu surpris du nombre de réponses à votre questionnaire avant le traitement. Je pense qu'il n'y avait que 60 ou 70% de réponses, si j'ai bien regardé. Et surtout, il n'y avait que 40% de réponses
en post-opératoire. Comment pouvez-vous l'expliquer? Alors, il y a pas mal de questions. Je n'ai pas fait le détail des questionnaires. Il y avait donc beaucoup de questions. Chaque questionnaire avait en général entre 15 et 30 questions. Il y avait des questions qui concernaient un peu l'intimité, qui pouvaient gêner à la fois le chirurgien qui remettait le questionnaire, donc qui pouvait éventuellement ne pas trop insister pour que la patiente puisse répondre. Et pour le post-opératoire, pas mal de patientes, c'est passé 6 mois. Une fois que c'est opéré, que tout s'est bien passé, qu'elles ont retrouvé une vie normale, entre guillemets, participer à l'étude était un peu moins une obligation, voilà, c'était moins redevable, entre guillemets, envers le chirurgien. Pour autant, celles qui ont répondu n'étaient pas forcément mais satisfaites. Je me demandais s'il n'y avait pas un petit biais d'interprétation précisément des résultats et si on n'avait pas dégagé de populations différentes de cette façon, involontaire. Parce que si on reprend, dans votre population, les patientes n'étaient pas choisies en raison d'un état psychologique particulier. Non. Donc on peut imaginer qu'elles reflétaient la population normale, comportant bien évidemment des personnes en difficulté psychologique, voire en vraie dépression, mais également des personnes qui venaient se faire opérer pour des raisons purement esthétiques, en dehors d'un déséquilibre psychologique. Donc, votre population reflète ce que l'on... Il y avait au départ une sélection des chirurgiens, déjà, au départ, pour... c'est ça. Est-ce qu'il y avait une présélection? Alors, une présélection des chirurgiens qui étaient connus et reconnus pour effectuer un traitement classique de la chirurgie plastique, l'augmentation mammaire, et qui n'était pas dans la transformation, qui était pour traiter uniquement une anomalie morphologique. Bien sûr. Oui. Je peux répondre aussi, si vous voulez bien. Parce que, en fait, tu as cité l'étude que j'avais fait avec Trussa. Pardon, le micro travaille. C'est bon, ça marche avec ça. D'accord. Et cette étude, on l'avait faite avec une population témoin. J'avais fait cette étude avec un médecin généraliste et nous avions comparé les deux populations, une population qui venait pour une demande d'augmentation mammaire et par rapport à sa population de médecine générale qui avait bien voulu être une population témoin. Et dans la population en demande de chirurgie plastique ou réparatrice, il y avait forcément une altération de l'image du corps plus importante, puisque c'est pour ça qu'elles venaient consulter, mais elles avaient aussi une baisse d'estime de soi et un niveau de syndrome dépressif qui était plus important que dans la population générale témoin. Donc il y a quand même... c'est très intéressant. Est-ce que vous avez senti, est-ce que vous ressentez l'évolution médiatique actuelle que tout le monde connaît sur le web et la présence des influenceuses ou des influenceurs sur cette question, ou quelqu'un qui apparemment n'aurait pas de grand déséquilibre psychologique se sent différent par rapport à l'image qu'on se fait actuellement, ou que les influenceurs ou influenceuses actuellement veulent donner de l'évolution ou de l'esthétique féminine? Alors, le sujet qu'on va développer aujourd'hui, c'est vraiment la malformation congénitale du sein. Donc, je pense que c'est en dehors de ce champ-là, mais le champ esthétique pur, effectivement, il faut se poser des questions. Mais moi, ce qu'on a pu constater quand même dans nos patientes qui viennent pour des hypoplasies sévères du sein ou des hypoplasies... Ce n'était pas le cas de cette population. Si, dans cette population, il y avait des femmes en demande de chirurgie esthétique. Oui, absolument. Mais elles ne viennent pas pour, je crois, elles ont un profond malaise personnel. Hein. Et d'ailleurs, elles sont jamais. D'ailleurs, si elles viennent parce que c'est leur mari, le conjoint, ou parce qu'elles veulent coller à une image de mode, généralement, on les opère pas. Hein. Enfin, c'est rare. Quoi. Oui, parce que vraiment, je pense qu'il y a une population d'excès, et c'est celle qu'on voit. Malheureusement, c'est celle qui émerge toujours, mais c'est vraiment à la marge. Je pense que non, Très bien. Vous aviez. Voilà, et encore la place pour une question. Dans les temps. Oui, vous dites que vous apportez un bénéfice psychologique en permettant aux patients de retrouver une image correcte de soi. Mais l'image de soi en matière de sein varie en fonction varie en fonction de l'époque, varie en fonction de la presse, varie en fonction de tas de choses, varie en fonction du conjoint. Alors, où est-ce que vous mettez le curseur dans cette histoire-là?
Alors, donc, on reprend un peu ce qu'on disait, dans la grande majorité des cas, alors on le voit dans l'étude sociodémographique, la plupart du temps sont des patientes lambda, employées, ouvrières, qui travaillent, sont mariées et on n'est pas dans la bimbo, entre guillemets. D'accord, on est sur une patiente qui a vraiment une souffrance personnelle et qui a un défaut physique. Donc, nous, on est là justement pour pondérer les choses et effectivement constater qu'il y a à la base, il y a bien un défaut morphologique qui peut nécessiter, qu'on peut permettre une amélioration. Et le but étant, c'est effectivement d'harmoniser par rapport à l'ensemble et l'image du corps de la patiente. Et c'est là, après tout le travail, effectivement, une patiente qui va être maigre, une patiente qui va être forte et qui peut très bien avoir un défaut mammaire en ayant un IMC important ou des malformations, on va voir tout à l'heure. On est là justement pour essayer de faire retrouver une harmonie sur l'ensemble du corps de la patiente à l'instant T, au moment où on la voit, sans tenir compte. Très rarement, les patientes, elles ne viennent pas avec des photos de presse. Voilà. Ça peut arriver. Et en général, quand effectivement les patientes elles arrivent avec une photo de presse, le chirurgien visé voilà, transfère gentiment la patiente à un collègue bien plus compétent. En psychologie, en compétent en psychologie, moi, je compétent chirurgicalement. Voilà, en général, on va se défausser. Je voudrais juste rebondir, il n'y a pas de mode du sein. Je crois que les jeunes femmes que nous venons, elles veulent pour avoir juste des seins. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas avoir des gros seins ou des seins comme à la télé ou des seins comme telle influenceuse. En tout cas, dans notre recrutement, nous avons des jeunes femmes en souffrance, qui ont une vraie souffrance psychologique par rapport à l'estime du corps, par rapport à l'image du corps et l'estime de soi. Et ce qu'elles veulent, c'est avoir, parce que ça les atteint dans leur féminité. En fait, ça les atteint même souvent gravement dans leur féminité. Et ce qu'elles veulent, c'est des seins, c'est tout, pour se sentir femme. Et c'est la demande, en fait. Et je crois que c'est vraiment en dehors de la mode ou Alors, bien sûr, il y aura à la marge ces influenceuses qui se montrent avec des seins énormes et quelques esprits faibles qui vont suivre. Mais c'est encore une fois à la marge. Pour les patientes qui ont une hypotrophie mammaire ou des patientes qui ont une hypertrophie mammaire, elles en ont marre qu'on les regarde. Elles veulent juste qu'on ne les regarde plus. Elles veulent juste pouvoir aller à la plage comme n'importe qui et qu'on ne les regarde plus. Non, parce qu'une hypertrophie mammaire, c'est une patiente qui a 20 ans, qui ne peut plus se déshabiller dans un vestiaire de sport, qui va être complètement poussée, qui et un peu recul, qui va dessus la dansage parce qu'effectivement, tout le monde va se retourner. Elle se fait opérer, alors pour le bien-être fonctionnel, mais aussi pour surtout qu'elle soit, entre guillemets, comme tout le monde, qu'elle passe inaperçue. Et c'est surtout, c'est la majeure partie des patientes. C'est pareil pour la chirurgie globalement du visage. On peut croiser tous les jours quelques cas de patientes où on se dit oula, et on en croise une majorité qui ont eu des traitements chirurgicaux ou esthétiques et on ne le voit pas. D'accord ? On ne le sait pas, on ne se retourne pas et c'est ce qui est souhaité et voulu. Très bien.